est-ce qu'ils sont les autres, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous aviez avant? Je ne sais pas si c'est un problème de connexion générale ou si c'est à mon niveau. De toute façon, je pouvais pas me... Et apparemment, il y a d'autres... Bon, la déléguée, elle rencontre aussi un problème de connexion. Elle ne peut pas joindre la... Bon, donc apparemment, c'est un problème général. Je ne sais pas. Bon, je vais essayer entre-temps d'activer la 4G pour être... Ok, bon, je vais encore attendre quelques minutes, le temps que vos camarades arrivent. Est-ce que le fichier est partagé pour vous? Très bien. Alors, oui, bonsoir. Non, 4 heures, on va rattraper les 2 séances. On est en retard de 2 séances. Vous avez raté les 2 séances de... Madame, ما تقدريش ديري لنا اليوم 2 heures وسامدي 2 heures باسكو بزاف 4 heures. وي فوالا من 8 وحنا نقراو. كامل من 8 وحنا نقراو كامل. Moi aussi, j'enseigne depuis 8 heures. Le problème, c'est que je vais essayer... Le samedi, vous êtes libre à quelle heure? Hein? Le samedi. À quelle heure vous êtes libre? Madame, samedi نهار complet libre. C'est une journée libre, madame. Bon, ça, c'est l'avis de tout le monde. C'est l'avis de tout le monde. Alors, bon, je vais faire aujourd'hui 2 heures, le mercredi 2 heures et le samedi 2 heures. C'est ça? La séance de mercredi sera maintenue. D'accord, madame. Ok, donc donc aujourd'hui on va essayer de faire 2 heures. Le mercredi, Inch'Allah, 2 heures comme d'habitude et le samedi 2 heures pour rattraper. Le samedi, je vous dirai l'heure, normalement à partir de 10 heures midi. D'accord? Moi, je ne savais pas si vous étiez libre ou non. Ok, bon, je vais encore contacter la déléguée pour voir si... Vous êtes 3 seulement. Où est-ce qu'ils sont les autres? Vous pouvez les contacter pour voir s'ils vont rejoindre pour pouvoir commencer. Bon, le fichier, est-ce qu'il est partagé pour vous, s'il vous plaît? Très bien. Avant donc de commencer le TD, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois? Puisqu'aujourd'hui, donc, on va voir les différentes variantes de la PCR. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été traité? Donc, normalement, la dernière fois, on a vu la PCR, le principe général, le principe, c'est-à-dire la PCR classique. Donc, bon, à titre de rappel, la PCR, c'est une technique d'amplification d'ADN. D'accord? C'est en quelque sorte la transcription de l'ADN, mais qui se fait dans des tubes à essai. Alors, donc, la PCR, donc, ça vous permet d'amplifier une partie d'ADN qui vous intéresse, une partie d'ADN d'intérêt. Comment est-ce que cela est possible? C'est donc en mettant l'ADN que vous avez extrait à partir de ces tubes, donc vous allez le mettre dans des tubes
auquel vous allez donc rajouter des amorces, c'est-à-dire des amorces qui vont délimiter déjà la partie de l'ADN qui vous intéresse et en même temps qui vont servir de point d'ancrage pour une polymérase. Donc, c'est l'ADN polymérase qui va donc en quelque sorte donc amplifier ou transcrire un brin complémentaire. Et donc, en fonction des cycles, donc vous obtenez un nombre X d'amplicants. D'accord? Oui, Himene, vous avez une question? Vous avez levé la main. Vous avez une question? D'accord. Bon, vous avez levé la main, je pensais que vous avez une question. Alors, donc ça, j'étais en train juste de rappeler ce que c'est que la PCR classique. Alors, donc, généralement, la PCR, l'application initiale, c'était donc d'amplifier un ADN. D'accord? Donc, le but était d'amplifier un ADN. Supposons que vous avez extrait un ADN à partir des cellules et que vous n'avez pas donc une quantité suffisante. Donc, vous pouvez lancer une PCR afin d'amplifier, afin d'avoir plusieurs copies d'un même ADN ou bien d'une partie d'ADN qui vous intéresse. Ça, c'est pour ce qui est de la PCR classique. Maintenant, actuellement, donc, il y en a plusieurs variantes. D'accord? Et ces variantes ont pour but, donc, chacune est impliquée dans un domaine X. D'accord? Donc, vous pouvez l'utiliser pour le diagnostic. D'accord? Donc, pour chercher des mutations. Donc, il y en a plusieurs variantes, on va voir. D'accord? Donc, aujourd'hui, donc, on commence par la première variante. Bien sûr, dans le cas où vous n'avez pas de questions par rapport à ce qu'on a traité la dernière fois. Bon, je vais juste attendre que vos camarades rejoignent la séance. Alors, en discutant avec vos camarades, donc ils disent que 2 heures en même temps, c'est d'affilée et donc ça fait trop. Donc, on a décidé de faire aujourd'hui 2 heures, de maintenir la séance du mercredi, Inch'Allah, pour faire 2 heures et de rajouter une séance le samedi. D'accord? Donc, on va pas faire 4 heures, on va faire 2 heures aujourd'hui. Ok, donc voilà. Donc, je commence avec les variantes. Et donc, la première variante de la PCR, c'est la PCR multiplex. Alors, c'est quoi la PCR multiplex? C'est une PCR qui utilise de multiples paires d'amorces, d'accord, afin d'amplifier simultanément un grand nombre de séquences. Donc, vous voyez sur la figure, ça, c'est donc un exemple de PCR multiplex, c'est-à-dire au lieu d'amplifier un seul gène, une partie de gène qui vous intéresse, d'accord? Donc, dans la PCR multiplex, vous allez utiliser plusieurs couples d'amorces, donc en fonction du nombre de gènes, et vous allez en même temps amplifier plusieurs gènes. D'accord? Donc, l'avantage, c'est que vous allez donc avoir un gain de temps et de réactif, d'accord? Puisque vous allez lancer le tout en même temps. Donc, vous aurez les résultats tous à la fois. D'accord? Et seulement, donc, en pratique, c'est un peu donc, lourd à mettre au point. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'il y ait une interférence entre les amorces. Je répète, donc, la variante de PCR, c'est la PCR multiplex. Pour ce qui est de la PCR classique, vous avez un ADN que vous avez extrait, vous allez utiliser des amorces et avec une ADN polymérase, bien sûr, dans un milieu réactionnel avec des cycles bien précis de différence de température, vous aurez un amplicant qui sera, donc une partie de l'ADN qui sera amplifiée, c'est ce qu'on appelle l'amplicant. Ça, c'est la PCR classique. Maintenant, il existe d'autres variantes, d'accord, de la PCR qui peuvent être utilisées dans de multitudes de domaines, notamment dans le diagnostic. D'accord? Parmi ces variantes, on a la PCR multiplex. D'accord? C'est quoi la PCR multiplex? Madame, oui. Madame, pardon, on vous entend très mal. Ben, je vais essayer de parler un peu plus fort. Maintenant, ça va? Maintenant, vous m'entendez? Alors, donc, je continue. Je vais commencer par faire un petit rappel sur ce que c'est que la PCR classique. D'accord?
Donc, je répète, la PCR classique, c'est une des techniques d'amplification. Donc, c'est une technique d'amplification d'ADN. Donc, vous allez mettre votre ADN que vous voulez amplifier, auquel vous allez rajouter des amorces, d'accord? Et après un certain nombre de cycles, vous obtenez donc une partie de l'ADN qui sera amplifiée, d'accord? Donc, l'utilisation ou l'application de cette PCR classique, c'est notamment dans le but d'amplifier un ADN. Si vous avez extrait un ADN avec une quantité qui n'est pas suffisante pour lancer d'autres techniques, par exemple pour lancer un séquençage ou pour lancer un Western blot ou autre, d'accord, bon, c'est pas le Western blot, mais donc d'autres techniques, par exemple électrophorèse ou autre. Donc, vous n'avez pas suffisamment d'ADN. Donc, le but, vous pouvez lancer une PCR afin d'amplifier, afin d'obtenir plusieurs copies d'un même ADN. Donc, ça, c'est la PCR classique. Mais seulement, donc, en pratique, il existe d'autres variantes, d'accord, qui peuvent être utilisées dans d'autres buts, d'accord. Donc, vous avez par exemple la PCR multiplex. Alors, c'est quoi la différence entre PCR classique et PCR multiplex? La PCR classique, vous utilisez un seul couple d'amorces. Par contre, la PCR multiplex, vous allez utiliser plusieurs couples, d'accord. Donc, vous allez amplifier plusieurs gènes ou plusieurs parties de gènes en même temps. Donc, vous voyez sur la figure, donc vous avez, par exemple, et je vais vous donner l'exemple de la dystrophie musculaire. Alors, il faut savoir que cette pathologie et cette maladie donc est due à des mutations qui touchent le gène de la dystrophine. D'accord. Donc, la protéine, elle est mutée. Et cette mutation fait, donc il y en a plusieurs types de mutations qui mènent toutes à une même pathologie. Le problème avec cette mutation, c'est qu'il y a parfois donc disparition d'un seul exon, disparition de plusieurs exons, d'accord? Et donc par PCR multiplex, vous allez pouvoir amplifier la totalité de votre gène et voir si les exons sont là ou non. Alors si vous constatez, donc vous voyez donc bien sûr le produit de la PCR, vous allez le soumettre à une électrophorèse et vous allez compter les différents exons. Alors si vous voyez que les exons, la totalité des exons est présente, donc votre patient ne souffre pas. Mais si vous voyez qu'il y a donc une partie qui n'a pas été amplifiée, dans ce cas-là, donc vous allez déduire qu'il y a donc disparition d'un exon et donc vous allez donc constater qu'il y a une mutation. D'accord? Donc ça, c'est l'une des applications des PCR, donc entre autres la PCR multiplex, d'accord, qui est utilisée, je répète, pour amplifier plusieurs gènes à la fois, d'accord, donc plusieurs gènes ou bien plusieurs exons à la fois. Vous avez l'exemple de la dystrophie musculaire, donc ce qui est noté ici, c'est le cas pathologique, c'est la dystrophie musculaire, d'accord. La dystrophie musculaire, elle est caractérisée par une mutation, donc qui fait qu'il y a certains exons qui vont disparaître, d'accord. Et donc, par votre PCR, vous allez essayer d'amplifier ces différents exons et voir si les exons sont là ou non. D'accord? Ça, c'est l'une des variantes de la PCR. La deuxième variante de la PCR, c'est la PCR SSP. Déjà, avant de passer à la SSP, est-ce que c'est clair pour la multiplex? S'il vous plaît, vous notez sur le chat si vous me suivez, si c'est bon, parce que j'ai un problème de connexion et parfois je me rends pas compte qu'il y a une coupure. D'accord? Donc, s'il y a un problème, vous m'indiquez sur le chat. Alors, votre camarade, elle dit pas vraiment. Qu'est-ce qui n'est pas clair, mademoiselle? Je reviens à la PCR multiplex. La PCR, la différence avec, déjà, je ne sais pas si vous avez revu votre PCR classique. Je reviens en arrière. Voilà, donc ici, je suis dans une PCR classique. Ça schématise la PCR classique. La PCR classique, qu'est-ce que vous allez mettre? Ça, c'est dans ma cible d'ADN. D'accord? Je vais rajouter un couple d'amorces, un seul couple d'amorces, afin d'amplifier à la fin une partie de l'ADN qui m'intéresse. D'accord? Ça, c'est à la fin, j'aurai plusieurs copies de l'amplicant, de parties de gènes qui m'intéressent. Ça, c'est dans le cas où je lance une PCR classique. Maintenant, en PCR multiplex, je ne vais pas utiliser un seul couple d'amorces, je vais utiliser plusieurs couples d'amorces. Alors, supposons que mon gène, il est composé d'un exon A, un exon B, un exon C, un exon D. Dans la PCR classique, un couple d'amorces qui va m'amplifier, par exemple, tout le gène. Ou là, un couple d'amorces qui va m'amplifier l'exon A. Ça, c'est dans le cas d'une PCR classique. Maintenant, dans le cas de la PCR multiplex, je vais utiliser plusieurs couples d'amorces. Le premier couple, il va m'amplifier l'exon A. Le deuxième couple d'amorces, il va m'amplifier l'exon B. Le troisième couple d'amorces, il va m'amplifier l'exon C.
et ainsi de suite, en fonction du nombre de gènes qui m'intéressent. D'accord? Donc, à la fin, j'aurai pas un seul impliquant qui apparaît, j'aurai plusieurs. J'aurai un impliquant qui correspond à l'exemple A, j'aurai des impliquants qui correspondent à l'exemple B, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est dans le cas des exemples. Et c'est valable aussi pour les gènes. Si vous voulez amplifier plusieurs gènes à la fois, donc vous pouvez utiliser la même chose, c'est-à-dire le gène A. Vous voyez ici sur le schéma, j'amplifie le gène A avec son propre couple d'amorces, j'amplifie le gène B avec son propre couple d'amorces, ainsi de suite. D'accord? Bien sûr, en travaillant sur un même ADN cible. D'accord? Donc, l'ADN initial est le même. La différence, c'est que je vais utiliser plusieurs couples d'amorces. À la fin, j'aurai plusieurs impliquants qui correspondent à un nombre de gènes qui m'intéressent. Si on revient à l'exemple de la dystrophie musculaire, la différence, c'est pas le nombre de gènes. La différence, c'est les exemples. On a le cas d'un patient normal. Je vais dire juste un exemple. On a 4 exemples. Ça, c'est le cas normal. D'accord? Dans le cas pathologique, il y a une mutation qui apparaît. Et cette mutation, elle fait que il y a un exemple qui disparaît. D'accord? Donc, vous allez lancer une PCR donc, pour amplifier les 4 exemples. Dans le cas normal, vous aurez les 4 impliquants. D'accord? Mais dans le cas pathologique, vous avez un exemple qui disparaît. Donc, au lieu d'avoir 4 impliquants, vous aurez 3. C'est-à-dire 3 bandes qui apparaissent au lieu de 4. D'accord? Donc, vous allez constater, vous allez déduire qu'il y a un exemple qui manque et donc il y a une mutation qui a touché votre gène. D'accord? La seule différence avec la PCR classique, c'est que la PCR classique, elle utilise un seul couple d'amorces pour amplifier un seul gène à partir d'un ADN cible. Pour la PCR multiplex, on va utiliser plusieurs couples d'amorces pour amplifier plusieurs gènes à la fois ou bien plusieurs exons à la fois, tout dépend le cas. Est-ce que c'est clair? Le seul problème, c'est qu'il faut pas que les amorces soient complémentaires entre elles, donc c'est un peu lourd à mettre au point. D'accord? C'est difficile, mais ça reste toujours donc fiable donc pour le diagnostic de certaines pathologies. Est-ce que c'est clair pour la PCR multiplex? Pour les autres, c'est clair? Ça, c'est donc la première variante. On passe maintenant à la deuxième. C'est la PCR SSP. D'accord? Alors, la PCR SSP, c'est quoi son principe? Le principe de la PCR SSP ou bien Sequence Specific Primers, c'est qu'on va utiliser des amorces qui sont à 100% complémentaires aux gènes qu'on veut amplifier. D'accord? Il faut que ça soit une complémentarité à 100%. S'il y a une différence d'une seule paire de bases, l'amplification n'aura pas lieu. D'accord? Mais quand vous allez lancer votre PCR, supposons que ça, c'est le gène que je veux amplifier. D'accord? Bien sûr, on va mettre les cycles classiques. Maintenant, une dénaturation, hybridation et élongation. Ça, c'est le classique. La différence, c'est que ici, les amorces, il faut que ça soit, elles s'hybrident à 100%. Une hybridation complète. D'accord? Donc, si vous avez une hybridation complète, bien sûr, l'amplification aura lieu. On aura des produits d'amplification. Si par contre, les amorces présentent un mis-appareillement d'une seule paire de bases, il n'y aura pas d'hybridation. Et si l'hybridation n'a pas lieu, vous n'aurez pas d'amplification. Donc, à la fin, vous aurez une réaction négative. Je répète, dans la PCR SSP, on travaille avec un couple d'amorces, d'accord? Donc, elle repose sur le principe selon lequel seules les amorces dont la séquence est entièrement complémentaire à une séquence cible seront converties par la polymérase. D'accord? Si elles sont complémentaires à 100%, comme dans le cas du gène A, les amorces, vous voyez qu'elles s'hybrident à 100%. Il y a une liaison, il y a une complémentarité à 100%. Donc, dans ce cas-là, la PCR, l'amplification peut avoir lieu. Par contre, s'il y a une différence d'une seule paire de bases entre l'amorce et le gène, l'amorce ne peut pas s'hybrider et la PCR ne peut pas avoir lieu. D'accord? Donc, quand est-ce que c'est intéressant d'utiliser, par exemple, la PCR SSP? C'est dans le cas de la recherche, par exemple, des mutations. D'accord? Supposons que vous avez ça, là, votre gène intact et que vous avez dans le deuxième cas un gène muté, par exemple, ou les polymorphismes, tout dépend. Donc là, elle vous permet de détecter la différence d'une seule paire de bases. Vous allez choisir des amorces
qui vont s'hybrider avec le gène normal, le gène classique. Donc, si votre patient présente le gène normal, donc, il y aura une amplification normale. Par contre, s'il présente une mutation d'une seule nucléotide ou bien un polymorphisme qui diffère dans cette nucléotide, d'accord? Donc, votre amorce ne va pas s'hybrider et la PCR n'aura pas lieu. Donc, à la fin, vous aurez une réaction négative. Est-ce que c'est clair déjà pour le principe avant de passer à l'interprétation des résultats? Est-ce que c'est clair? La SSP, c'est à retenir. La SSP, le principe, c'est qu'on utilise des amorces à 100% complémentaires. Le quand qu'on a une différence d'une paire de bases entre l'amorce et l'ADN cible, la PCR, elle ne démarre pas. La polymérase ne va pas transcrire l'ADN. D'accord? Il faut qu'il y ait une hybridation de 100%. Une différence d'une seule paire de bases et la PCR s'arrête. D'accord? Donc, bien sûr, la PCR, quand on la lance, comment on peut savoir si une hybridation ou bien si une amplification a eu lieu ou non? On va prendre les produits de la PCR et on va lancer une électrophorèse. D'accord? J'ai lancé une PCR, je vais prendre le produit de la PCR et je vais le faire migrer sur une électrophorèse. Bien sûr, moi, je connais la taille de l'ADN que je veux amplifier. Alors, si j'ai une apparition d'une bande, la PCR a eu lieu. Si j'ai pas de bande qui apparaît, donc dans ce cas-là, la PCR, il n'y a pas de produit PCR. Maintenant, comment on interprète les réactions de la PCR SSP? On a quatre cas de figure. Le premier cas, c'est dans le cas où on a une réaction positive. Alors, bon, j'attire juste votre attention et j'ouvre une parenthèse. À chaque fois quand on lance une PCR, on lance en parallèle un gène témoin, c'est-à-dire un gène, on sait qu'il est présent dans notre ADN et on va l'amplifier en même temps avec notre gène. C'est pour savoir si la PCR a marché et si les conditions utilisées sont optimales. D'accord? Donc, à chaque fois, on amplifie notre gène d'intérêt et on amplifie en parallèle un témoin. D'accord? Ce qui est le cas ici. Par exemple, les témoins les plus utilisés, c'est l'albumine ou la NADPH, donc le gène de certains enzymes. On sait qu'ils sont présents dans l'ADN. D'accord? Donc, à chaque fois, voilà, dans le cas, oui, je lis la question de votre camarade. Dans le cas où on a une réaction négative, on va voir comment on interprète. Je vais revenir sur ça. D'accord? Alors, je reviens à l'interprétation. Donc, j'ai lancé une PCR avec une PCR SSP ou peu importe quel type de PCR. Je vais le faire migrer sur une électrophorèse. Bien sûr, à chaque fois que je lance ma PCR, je lance en parallèle un témoin. Alors, j'aurai sur mon gel électrophorèse, on peut avoir 4 résultats différents. Le premier, c'est que j'obtiens, d'accord? Donc, ça, c'est le gel, vous suivez sur votre diapo. Ici, c'est le premier puits. J'obtiens, donc, ici, donc, aucune bande. Et j'obtiens une bande spécifique, c'est-à-dire une bande qui correspond à mon gène amplifié, à mon amplicant. Je vais dire, par exemple, c'est une taille de 1,2 kilobase. Moi, je sais que l'amplicant, il est de 1,2 kilobase. Alors, si je vois qu'il y a une bande qui apparaît, qu'est-ce que je déduis? Que l'amplification a eu lieu. Donc, je suis dans le cas d'une réaction positive. Mes amorces se sont bien hybridées avec mon ADN. La PCR a eu lieu. J'ai des amplicants qui apparaissent sur mon gel électrophorèse. Ça, c'est le premier cas de figure, c'est-à-dire je suis dans le cas d'une réaction positive. D'accord? Le témoin n'apparaît pas. D'accord? Ici, votre témoin n'apparaît pas. Parce que bon, parfois, donc les conditions quand on lance, parfois c'est le gène, l'amplicant qui est favorisé. Il est de petite taille, il est on a mis plus d'amorces, donc il est favorisé. Le deuxième cas de figure, toujours dans le cas d'une réaction positive, c'est que parfois on obtient notre bande spécifique à notre gène, mais les amorces se sont hybridées, la PCR a eu lieu et mon amplicant apparaît. Par exemple, dans une bande de 1,2 kilobase, j'ai une bande qui apparaît, donc mon gène a été amplifié. Je peux dans certains cas avoir une petite bande témoin dans ce cas-là, donc c'est juste pour dire que la PCR a réellement fonctionné.
D'accord? Donc, dans le cas de réaction positive, je peux obtenir le témoin comme je peux ne pas l'obtenir. D'accord? Ou alors, le témoin, il apparaît, il n'apparaît pas. C'est parfois les conditions, elles favorisent l'amplification du gène de l'impliquant par rapport à d'autres gènes. D'accord? Je répète, on lance avec les témoins. En parallèle, j'ai mon gène que je vais amplifier. En parallèle, j'ai un témoin. Je sais que l'autre gène, il est intact, il est dans mon ADN. Je vais le lancer pour savoir est-ce que, par exemple, est-ce que les températures que j'ai utilisées sont bonnes? Est-ce que les concentrations des amorces sont bonnes? D'accord? C'est juste pour avoir une idée sur la réaction PCR, est-ce qu'elle a eu lieu ou non? Si je suis dans le cas d'une réaction positive, les amorces se sont hybridées à 100%, que la PCR a eu lieu, donc dans ce cas-là, sur mon gène électrophorèse, j'aurai une bande qui correspond à mon ampliquant, à mon gène que je voulais amplifier. Dans le deuxième cas, supposons que les amorces ne se sont pas hybridées, c'est-à-dire le gène il est par exemple muté, d'accord? Alors, si le gène il est muté, qu'est-ce qu'on obtient? Donc les amorces ne vont pas s'hybrider puisqu'on a utilisé des amorces à 100% complémentaires. Alors, s'il n'y a pas de complémentarité d'une seule paire de bases, d'accord? Donc, il n'y aura pas amplification. Donc, si la PCR n'a pas eu lieu, donc forcément, on n'aura pas des impliquants dans notre produit. Quand je vais lancer ma PCR, qu'est-ce que je vais obtenir? Dans la bande qui correspond à mon gène, j'aurai pas de bande, donc il n'y aura pas d'apparition. Donc, vous voyez, elle est absente. D'accord? Alors, donc, si j'ai pas, donc je vais déduire que donc mon gène n'a pas été amplifié. Quand est-ce que je peux dire que mon gène il est muté et en être sûr? C'est dans le cas où j'ai une bande témoin qui apparaît. Ou dans ce cas-là, je suis sûre que la PCR a eu lieu. Maintenant, le problème est chiffre la technique. Le problème, c'est que les amorces ne se sont pas hybridées. Si vous voyez dans l'autre cas, échec de la réaction, dans le cas où vous n'obtenez pas une bande spécifique à votre ADN et vous n'obtenez pas votre témoin, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas dire que le gène est muté, puisque vous n'avez pas obtenu le témoin. Donc, dans ce cas-là, c'est la PCR qui n'a pas marché. D'accord? Si les deux n'apparaissent pas, vous ne pouvez pas dire que le gène, il est muté. Donc, dans ce cas-là, c'est la PCR qui n'a pas marché. Dans quel cas vous pouvez dire et en être sûr que c'est à cause de l'hybridation des amorces? C'est dans le cas où vous n'obtenez pas une bande de votre ADN, de votre gène, et que vous obtenez une bande témoin. Je répète, pour la PCR SSP, c'est l'une des variantes de la PCR qui peut être utilisée pour le diagnostic. D'accord? Donc, par exemple, si vous cherchez un polymorphisme, si vous cherchez une mutation, vous pouvez utiliser la SSP. C'est quoi le principe de la SSP? C'est toujours donc une amplification PCR. La seule différence avec la PCR classique, la PCR, il a une différence d'une paire de base, elle peut avoir lieu. La SSP, on prépare dans des conditions de sorte à ce que les amorces soient 100% complémentaires à notre gène qu'on veut amplifier. Il a qu'un 100% complémentaire. L'hybridation des amorces aura lieu, la PCR va démarrer normalement, on aura un impliquant. Si par contre elles ne sont pas à 100%, d'accord, il y a une différence même d'une paire de bases, les amorces ne vont pas s'hybrider, la PCR ne démarre pas, vous n'aurez pas d'impliquant. Alors, comment vous allez interpréter vos résultats? Bien sûr, il faut prendre les produits de la PCR et lancer sur une migration sur gène électrophorèse. D'accord? On peut avoir différents types de résultats. Bien sûr, on lance en même temps un témoin, un gène qu'on sait qu'il est dans l'ADN, qu'il est intact, qu'il n'est pas muté. D'accord? Et je vais commencer à interpréter. Alors, supposons, je reviens à ce cas-là. Supposons que sur mon gène électrophorèse, je n'obtiens aucune bande. Ni la bande témoin, ni la bande qui correspond à mon gène, le gène que je veux amplifier. D'accord? Dans ce cas-là, je ne peux pas dire que le gène, il est muté. Pourquoi? Parce que même mon témoin, je sais qu'il est intact et il n'a pas été amplifié. Dans ce cas-là, je dois revoir mes conditions. C'est les conditions de la PCR qui font que la technique n'a pas marché. Donc, c'est la réaction PCR en sa totalité qui n'a pas fonctionné. D'accord? Donc, je dois revoir, par exemple, la température d'hybridation, je dois revoir la température d'énaturation. Tout dépend. Donc, je dois amplifier ma technique. C'est ça. Ici, c'est le témoin qui nous indique est-ce que la PCR a marché ou non. Le deuxième cas, c'est que sur mon gel,
J'obtiens une bande de témoins, mais j'ai pas la bande qui correspond à mon gène. Alors, avec la bande témoin, elle me dit que la PCR a marché. Il a un seul gène a été amplifié, donc la PCR elle a fonctionné. Puisque je n'ai pas la bande qui correspond à mon gène, dans ce cas-là, je vais déduire que les amorces ne se sont pas débridées et donc mon gène, il est par exemple muté. Puisque les amorces ne se sont pas hybridées, la PCR n'a pas eu lieu, donc il n'y a pas de complémentarité à 100%, donc mon gène, il est muté. D'accord? Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est que je peux obtenir sur mon gène deux bandes, une bande qui correspond à mon témoin et une bande qui correspond à mon gène. Dans ce cas-là, donc, le témoin, il me dit que la PCR a marché. Généralement, c'est très faible. Pourquoi? Parce que c'est l'amplicant qui est favorisé. Et bien sûr, ma bande qui correspond à mon gène m'indique que les amorces se sont hybridées à 100% et que la PCR a eu lieu. C'est pour ça que j'ai eu une bande qui correspond à mon gène. Et donc, je déduis qu'il n'y a pas de mutation dans mon gène. L'autre cas, toujours positif, c'est que dans certains cas, on obtient uniquement la bande qui correspond à notre gène. Là, vous n'allez pas dire que la PCR n'a pas marché puisque vous avez au moins une bande qui apparaît. Donc, la PCR, elle a marché. Pourquoi c'est absent? C'est parfois l'impliquant, il est favorisé. Donc, les conditions lancées font que l'impliquant, par exemple, il est plus petit, il est favorisé donc dans le cycle de la PCR. D'accord? Donc, ça, c'est les différents cas de figure qu'on peut rencontrer dans le cas d'une PCR SSP. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair pour la PCR SSP? Quand est-ce qu'on peut utiliser une PCR SSP? Vous me dites avant de passer à autre chose. Les autres, s'il vous plaît. Pas de problème, c'est clair? Bon, je peux passer à une autre technique. Alors, l'autre variante de la PCR, c'est la PCR SSO ou séquence spécifique oligonucléotide. Alors, donc, cette technique consiste à l'utilisation d'amorces localisées dans des séquences conservées, encadrant les régions polymorphes. Je vais expliquer. Supposons que vous cherchez un polymorphisme. Par exemple, vous êtes dans le cas du HLA. Vous cherchez le polymorphisme du HLA. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser des séquences ou bien des amorces qui vont vous encadrer la totalité de la zone polymorphe. C'est-à-dire, ils vont pas aller sur la mutation, bien sûr, le polymorphisme. Ils vont pas aller dans autre région, mais ils vont encadrer la totalité. Donc, supposons que là, ce que vous avez en bleu, par exemple, ça, c'est là, ce qui est encadré, ça, c'est la zone polymorphe. Moi, qu'est-ce que je vais faire dans la technique PCR SSO? Je vais utiliser des amorces qui vont me délimiter cette partie. C'est-à-dire, j'aurai toute la zone polymorphe qui sera amplifiée grâce à ces amorces-là. Je répète, la PCR SSO est généralement utilisée pour la recherche des polymorphismes, généralement, d'accord? Donc, supposons que ça, ce qui est encadré, c'est la zone polymorphe. Là, je veux savoir, je veux connaître le polymorphisme ou chnoua. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser des amorces qui vont m'amplifier, qui vont encadrer la totalité de la zone polymorphe. C'est-à-dire toute cette zone, elle sera amplifiée. Je ne vais pas utiliser des amorces qui vont aller vers chaque zone polymorphe et je vais utiliser des amorces qui correspondent à chaque polymorphisme. Non, pour éviter cela, je vais utiliser des amorces qui vont aller vers la zone conservée, d'accord, qui n'est pas polymorphe, mais qui vont m'encadrer la zone polymorphe, d'accord? Donc, à la fin, qu'est-ce que j'aurai donc à partir de la technique PCA? Donc, j'aurai l'amplification de toute cette zone avec tous ces polymorphismes possibles, d'accord? Donc, quel que soit son polymorphisme, donc il est contenu dans mon amplicant, d'accord? Donc, je répète, dans la PCR SSO ou bien séquence spécifique oligonucléotide, on utilise des amorces qui vont amplifier une zone polymorphe. Ces amorces que je vais utiliser, elles sont dirigées vers une zone conservée, mais elles vont encadrer des zones polymorphes. C'est-à-dire le produit PCR final, il contient à l'intérieur les polymorphismes de cette zone. Est-ce que c'est clair jusque-là?
avant de connaître la suite. Je répète, donc la PCR-SSO, on va utiliser des amorces qui vont encadrer une partie polymorphe. D'accord? Ensuite, pour connaître de quel polymorphisme est cette région-là, je vais prendre le produit PCR et je vais donc le mettre sur différentes sondes. Je m'explique. Ici, dans une membrane nitrocellulose, je vais fixer des sondes, d'accord, des petites séquences de nucléotidiques, d'accord, des petites séquences d'ADN qui correspondent aux différents polymorphismes possibles. Bien sûr, dans des puits différents, vous voyez ici, je sais que chaque puits, je sais ce que j'ai mis dans chaque puits, quelles sondes j'ai mis dans chaque puits. Ensuite, je vais mettre mon produit PCR, d'accord? Alors, en fonction du polymorphisme de la sonde, il y aura une complémentarité. D'accord? Et donc là, le produit PCR, il va se lier, ou bien par complémentarité, avec la sonde qui lui correspond. Bien sûr, en connaissant chaque puits qu'il contient, on pourra déduire à la fin le polymorphisme contenu dans notre gène initial. Bien sûr, avec un système de révélation que je vais expliquer. Je répète, ici, bon, la PCR-SSO, elle est généralement utilisée donc pour l'étude des polymorphismes. Comment vous allez faire? Donc, vous prenez donc votre ADN, vous allez préparer des amorces, sachant que ça, c'est la région polymorphe, d'accord? Vous n'allez pas aller directement vers cette zone, mais vous allez amplifier la totalité en utilisant des amorces qui vont encadrer la totalité de la région polymorphe, d'accord? Maintenant, le produit PCR final, il contient cette zone polymorphe amplifiée, d'accord? Maintenant, comment savoir de quel polymorphisme cette zone correspond, d'accord? On va prendre le produit PCR et on va le mettre dans différents puits. Sachant que dans le puits HADEP, les différents puits, on a fixé des sondes, d'accord? Alors, par exemple, le premier puits fait cette sonde, c'est-à-dire une certaine succession de nucléotides, par exemple A, T, C, G, G, G. Le deuxième, je vais mettre donc T, C, A, 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 par exemple. Le troisième, je vais mettre G, 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 C, A. Donc, je vais mettre des sondes différentes qui correspondent aux différents polymorphismes possibles. Et je vais mettre dedans mon produit PCR. Alors, dans chaque puits, je vais mettre mon produit PCR. D'accord? Ensuite, avec le produit PCR, avec quoi il va se lier? Il va se lier avec la sonde qui lui correspond, la sonde qui lui est complémentaire. Qu'est-ce qu'on va faire pour savoir où est-ce qu'il s'est fixé, puisque tout est transparent, tout est à l'échelle micromolaire, d'accord, microscopique, je vais rajouter un système de révélation. Alors, le système de révélation commence d'abord par, déjà, avant de lancer votre PCR, vos amorces, ils vont les fixer avec des biotines. Une protéine, c'est ce qu'on appelle la biotine. D'accord, à la fin, j'aurai un produit PCR biotinylé. Que quand je l'ai mis dans un tube, vous voyez ici, ça c'est la membrane du puits, ça c'est la sonde qui est contenue dans le puits. Alors si mon produit PCR il correspond à ce polymorphisme, il va s'hybrider avec. Pour savoir est-ce qu'il s'est fixé ou non, on va grâce à la biotine qu'on a liée sur nos amorces, on va rajouter la streptavidine, d'accord? C'est une protéine qui a une forte affinité pour la biotine. La streptavidine, on va la fixer avec la phosphatase alcaline, une enzyme, d'accord? Et cette enzyme, on va lui rajouter son substrat. Donc l'enzyme, elle va dégrader le substrat pour donner un produit coloré. Et donc, dans chaque puits, si je vois qu'il y a une coloration qui apparaît, d'accord? Donc, ça m'indique que mon produit PCR s'est fixé. On sait dans chaque puits ce qu'il y a comme polymorphisme, ce qu'il y a comme sonde, et donc on va pouvoir déduire de quel polymorphisme est mon ADN. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Vous m'entendez? C'est clair, oui ou non? Vous voulez que je répète, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez?
Les autres, est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Bon, là, l'absentéisme, je ne sais pas si c'est normal ou c'est juste pour le TD de biologie moléculaire, mais de toute façon, je vois qu'il y a 8 personnes présentes, ce qui n'est vraiment pas normal pour des L3. Où est-ce qu'ils sont les autres, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a moyen de les contacter? Parce que là, c'est très important et je ne vais pas refaire le TD. Hein. Bon, je reviens à la PCR-SSO. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Les autres, vous êtes présents ou là, vous êtes connectés sans être là? Il n'y a que Abdelnouz qui répond. Les autres, elles sont out. Bon, il y a Zitouni aussi qui est là. Les autres, est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est clair? C'est très Oui, important. madame. Voilà, si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez parce que c'est très important. Je répète, la PCR-SSO, c'est l'une des variantes de la PCR qui peut être utilisée pour chercher un polymorphisme. C'est quoi le principe? Le principe que je vais utiliser des amorces qui vont m'encadrer une région polymorphe, c'est-à-dire ils vont amplifier la région polymorphe. Maintenant, comment savoir de quel polymorphisme est cette région-là? Je vais prendre le produit PCR, je ne vais pas le mettre sur électrophorèse, je vais le mettre dans des puits. Et dans chaque puits, j'ai fixé des sondes. D'accord? Dans chaque puits, donc, il y a une membrane de nitrocellulose. J'ai fixé des sondes qui correspondent à tous les polymorphismes possibles. D'accord? Ensuite, mon produit PCR, bien sûr, je répète, on a utilisé des amorces biotinylées. D'accord? Ça, c'est ne pas oublier. D'accord? À la fin, on aura un produit biotinylé. D'accord? Donc, à son extrémité, il est fixé avec la protéine biotine. D'accord? Donc, le produit PCR biotinylé qu'on a obtenu à partir de la PCR-SSO, je vais le prendre et je vais le mettre dans les différents puits. Le même produit, je vais le verser dans tous les puits possibles. Et je vais attendre un certain temps, bien sûr. Le produit PCR, il va s'hybrider avec la sonde qui lui correspond par complémentarité. On sait dans chaque puits ce qu'on a fixé. C'est théorique, hein, en pratique, c'est autre chose, d'accord? Mais l'idée, c'est que dans chaque puits, on sait ce qu'il y a comme sonde. Après, comment révéler, comment savoir dans quel puits il s'est fixé? Là, j'ai mis le produit PCR, je l'ai mis dans le 2, je l'ai mis dans le 3, dans le 4 et dans le 5. Comment savoir où est-ce qu'il s'est fixé, où est-ce qu'il s'est hybridé par complémentarité? C'est grâce à la biotine qu'on a fixé sur notre produit. On va rajouter la streptavidine qui a une très forte affinité pour la biotine. La streptavidine, elle est fixée avec une protéine, une enzyme alcaline phosphatase et on va rajouter le substrat de l'enzyme. Le substrat, quand l'enzyme est là, d'accord? Donc, s'il y a une hybridation sur la membrane, donc le produit, il est fixé avec la sonde. Si le produit il est fixé avec la sonde, la biotine peut se lier avec la streptavidine. Et si la streptavidine est fixée avec son enzyme, donc le substrat peut être converti en produit coloré. Alors, si je constate qu'il y a une coloration, donc je vais dire que, par exemple, dans le puits 2, il y a une réaction positive et donc mon produit correspond à ce polymorphisme. Dans le 3, j'ai une réaction négative, donc il n'y a pas de coloration. Donc, le produit ne s'hybride avec la sonde qui était là, et donc il n'est pas de ce polymorphisme, et ainsi de suite. Donc, l'apparition de cette coloration vous indique est-ce que votre produit s'est hybridé avec la sonde? Est-ce qu'il correspond au polymorphisme du puits en question? D'accord? Ça, c'est pour la PCR-SSO. Maintenant, on passe à la 4e variante, qui est la PCR RFLP. Madame, est-ce que ce mot qui est amplifié? Alors, c'est la totalité de la région. Là, vous avez mis des amorces qui vont encadrer la totalité de la région polymorphe. D'accord? Donc, ils vont la limiter de part et d'autre. Et donc, c'est toute la région. Bien sûr, Houma, ils sont sur des régions conservées. D'accord? Mais ils vont amplifier à l'intérieur une région polymorphe. Et c'est cette région polymorphe qui va donc se présenter sous forme de produit que vous allez essayer d'identifier par donc les différentes sondes. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ça répond à votre question? Oui, c'est seulement la région encadrée c'est les amorces qui indiquent la zone à amplifier, d'accord? Ce sont les amorces. Ça, c'est pour la 2e variante. On l'utilise aussi donc pour la recherche des polymorphismes. La 4e variante, c'est la PCR RFLP ou bien PCR Restriction Fragment Length Polymorphy. Bon, je juge que c'est la plus simple parmi les variantes de
de la PCR. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de commencer avec une PCR classique. Alors, moi, je veux donc étudier un gène X. On va revenir aux exemples. La PCR-RFLP commence d'abord par amplifier le gène qui vous intéresse. Là, vous cherchez par exemple une mutation. Vous allez lancer une PCR classique. Vous allez utiliser des amorces qui vont limiter votre gène et ils vont l'amplifier de manière classique. La PCR-RFLP, la différence, mais qui m'a les deux premières. Les deux premières, on a joué sur les amorces. Pour la PCR-RFLP, on utilise des amorces normales, c'est-à-dire on va amplifier le gène de manière classique. La PCR-RFLP, sur quoi vous allez jouer? C'est sur le produit de la PCR. Mais après amplification du gène, le produit que vous obtenez, vous allez le soumettre à l'action des enzymes de restriction. Les enzymes de restriction, c'est quoi? Je suppose que vous avez vu ça en cours. Donc, c'est des enzymes qui vont couper l'ADN dans des zones bien précises. Bon, je vais donner l'exemple pour vous faciliter la compréhension. Supposons, donc, on est ici dans le cas pathologique de la drépanocytose. On est dans le gène de la bêta-globine. Alors, chez mon patient, je soupçonne la drépanocytose. La drépanocytose, elle est caractérisée par une mutation du gène de la bêta-globine. Je vais chercher cette mutation. Comment je vais faire? Je vais prendre le gène, l'ADN de mon patient, à partir donc du sang périphérique par exemple, que je vais amplifier par PCR. Je vais amplifier le gène de la bêta-globine. D'accord? Je vais l'amplifier de manière classique en utilisant des amorces qui vont m'amplifier tout le gène. Ensuite, pour chercher la mutation, est-ce qu'il est muté ou non? Avec le produit, je ne vais pas le mettre sur un gène, je vais d'abord le soumettre à l'action des enzymes de restriction. Sachant que chaque enzyme de restriction, elle a son site de coupure bien précis. Ici, par exemple, je vais donner l'exemple pour être plus simple. D'accord? On est dans le gène de la bêta-globine. On utilise une enzyme de restriction, sachant que sur ce gène intact, elle a 3 sites de coupure. D'accord? Donc, si je prends un ADN d'un patient normal, j'amplifie le gène de la bêta-globine, le produit de la PCR, je le soumets à l'action d'une enzyme de restriction, elle va couper dans 3 zones différentes. C'est-à-dire, elle va me donner 2 produits, un de 1,2 kilobase et un autre de 0,2 kilobase. Ça, c'est dans le cas où mon patient est normal, c'est-à-dire il porte l'allèle bêta A. D'accord? Maintenant, supposons que je suis dans le cas d'un patient muté, sachant que cette mutation, elle touche un site de restriction. Ici, la zone qui était reconnue, ou bien la partie qui était reconnue par l'enzyme de restriction, elle est mutée. Et donc, l'enzyme, elle va perdre son site de liaison, son site de coupure. Donc, au lieu de couper de manière normale dans 3 zones pour donner 2 produits, elle va couper dans 2 zones, puisqu'ici, c'est muté, elle ne va pas couper, et donc elle vous donne un seul produit. Donc, cette différence va vous indiquer est-ce que votre gène il est intact ou non. Sachant que dans le cas normal, vous savez que normalement, vous aurez 2 produits. Donc, vous aurez un produit de 1,2 et un produit de 0,2. D'accord? Donc, vous aurez, ça c'est le cas normal, on a 2 produits, 1,2 kilobase et un de 0,2 kilobase. Ça, ce sont les produits des 2 allèles, l'allèle A et l'allèle 1 et l'allèle 2. Tous les 2 sont intacts. Maintenant, supposons que j'ai un seul allèle qui est muté. D'accord? Donc, si un seul allèle est muté, donc l'autre il est intact. L'enzyme, dans un allèle, elle va couper les 2 produits, mais dans l'autre, elle va perdre son produit, elle va perdre son site de coupure. Donc, au lieu d'avoir les 2 produits comme dans le cas normal, elle va me donner les 2 produits puisqu'elle a un allèle normal, mais elle va me donner un seul produit du gène muté, bien de l'allèle muté. Ça, c'est dans le cas où la mutation est portée par un seul gène, par un seul allèle. Maintenant, si les 2 allèles sont mutés, le cas normal, on ne l'a pas chez le patient. Donc, dans les 2 allèles, elle a perdu le site de restriction, donc elle va couper un seul produit. Donc, vous aurez à la fin un seul produit de 1,4 kilobase.
Est-ce que c'est clair? Je répète. Bon, ça, c'était un exemple pour vous expliquer le cas. Mais l'idée, c'est quoi? La PCR RFLP, elle est basée sur l'utilisation des enzymes de restriction qui vont agir sur le produit PCR. On a deux cas, d'accord? Parfois, en fonction des enzymes que vous utilisez, les enzymes de restriction que vous utilisez, parfois, on a des enzymes qui coupent le gène normal, comme l'exemple présenté ici. Si le gène il est intact, elle va trouver son site de coupure. D'accord? On a d'autres cas, l'inverse. L'enzyme, elle ne coupe pas le gène normal, mais elle coupe la mutation. Tout dépend de ce que vous avez à votre disposition. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, il faut juste la garder à l'esprit. La PCR-RFLP, il y en a deux possibilités en fonction de votre gène, en fonction des enzymes à votre disposition. Dans certains cas, comme l'exemple présenté ici, on utilise des enzymes qui coupent le gène normal. Et si le gène il est muté, elles perdent leur site de coupure. Dans d'autres cas, c'est l'inverse. On utilise des enzymes qui ne coupent pas le gène normal, mais s'il est muté, elles vont gagner un site de coupure et elles vont couper. D'accord? Je reviens maintenant au cas présenté ici. Le cas ici, c'est le cas où l'enzyme coupe le gène normal. Alors ici, donc on a pris l'exemple de la drépanocytose. On est dans le cas où le gène il est normal sur les deux allèles. Bien sûr, chaque protéine elle a donc deux allèles, exprimées par deux allèles. Ici, on est dans le cas où donc le cas normal est présenté sur les deux allèles, l'allèle 1 et l'allèle 2. Alors, donc j'ai dit qu'ici, on a utilisé une enzyme de restriction qui coupe le gène normal. D'accord? Donc, normalement, si elle trouve le gène, donc on a pris l'ADN à partir du patient, on a lancé une PCR classique, on a le gène de la bêta-globine. Le produit, on va le soumettre à l'action d'une enzyme de restriction, la MST2. D'accord? Alors, puisqu'on est dans le cas d'un gène normal, la MST2, elle va trouver tous ces sites de coupure et elle va nous donner les deux produits. واحد à 1,2, l'autre à 0,2. Bien sûr, après la coupure par les enzymes de restriction, on va lancer une PCR pour voir les produits. Donc, si j'obtiens 1,2 et 0,2, donc ici, je suis dans le cas normal. Le gène, il est intact sur les deux allèles. Maintenant, supposons que je suis dans le cas d'une mutation, mais d'une mutation qui est portée sur un seul allèle. Maintenant, j'ai un allèle qui est normal et j'ai un autre allèle qui est muté. Alors, l'allèle normal, il sera coupé dans les trois zones, et donc on aura deux produits, 1,2 et 0,2. L'allèle muté, quant à lui, il sera coupé dans les deux zones, parce que là, le site de reconnaissance de l'enzyme a été muté. Mais le site elle ne coupe pas, il est muté. Vous voyez que le A a été remplacé par le T. Donc, l'enzyme de restriction ne pourra pas couper. Donc, au lieu de donner les deux produits, non, grâce à trois sites de coupure, elle coupe dans deux zones et elle vous donne un seul produit. Donc, on obtient le produit du gène normal qui correspond à 1,2 et 0,2 plus le produit de l'allèle muté qui correspond à 1,4 kb. Donc ici, je déduis que mon patient, il porte la mutation, mais il la porte sur un seul allèle. Le troisième cas, c'est dans le cas où on est dans la mutation portée sur les deux allèles. Dans ce cas-là, on n'a pas le cas normal. Dans ce cas-là, l'enzyme a perdu son site de coupure dans les deux allèles. Donc, au lieu de couper dans trois sites, elle coupe uniquement dans deux sites. Et le produit que vous obtenez, c'est un seul produit. D'accord? Hada, elle a coupé ce qu'il y a au milieu. D'accord? Elle vous donne ce produit-là qui est de 1,4. Donc, si vous obtenez une seule bande, donc, vous déduisez que la mutation est portée sur donc, les deux allèles. D'accord? Donc, l'idée de la PCR-RFLP, c'est de soumettre les produits de la PCR à l'action d'enzymes de restriction pour chercher des mutations. Je disais donc, dans certains cas, on utilise des enzymes qui coupent le gène normal, comme le cas présenté ici, c'est-à-dire elles ont leur site de restriction dans le gène normal et s'il est muté, elle va perdre leur site, donc elle ne va pas vous couper, d'accord? Et donc, en fonction des produits que vous obtenez, vous allez tirer vos conclusions. Est-ce que le gène, il est normal, donc il est coupé normalement par l'enzyme? S'il est muté, donc vous n'obtenez pas un produit de coupure et donc là,
vous déduisez qu'il est muté. Donc, dans d'autres cas, on utilise des enzymes qui ne coupent que la mutation. Dans le gène normal, on a un produit qui est intact, mais dans le cas d'une mutation, elle va gagner un site de restriction, elle va gagner un site de coupure, et donc elle va vous donner un produit ou bien deux produits, tout dépend les enzymes, tout dépend le gène que vous utilisez. D'accord? Donc, c'est ça l'idée de la PCR-RFT. C'est d'utiliser des enzymes de restriction pour détecter des mutations. D'accord? Bien sûr, qui se font sur des produits PCR. Donc, vous lancez une PCR classique, le produit que vous obtenez, vous allez le soumettre à l'action des enzymes de restriction. En fonction de ce que vous avez utilisé comme enzyme, en fonction de votre gène, donc les sites de coupure disponibles, vous tirez vos conclusions, bien sûr, en soumettant les produits à une migration sur électrophorèse. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Bon, donc voilà, donc on est toujours dans les variantes. On passe à la PCR en temps réel ou la PCR quantitative. D'accord? Donc, la PCR quantitative, elle vous permet d'avoir une idée sur la quantité donc, de l'ADN qui est amplifié. D'accord? La PCR en temps réel permet une quantification absolue ou relative de la quantité initiale d'ADN cible. Elle est basée sur la détection d'un signal fluorescent proportionnel à la quantité de produits de PCR. D'accord? Donc, je répète, la PCR en temps réel ou la PCR quantitative, elle vous donne une idée sur donc, la quantité qui est amplifiée. D'accord? Donc, vous allez pouvoir suivre votre PCR en temps réel. D'accord? Donc, au cours de l'évolution de la PCR, donc vous allez suivre est-ce qu'il y a apparition de produits ou non. Comment cela est possible? C'est en utilisant donc des signaux fluorescents. Alors, donc, pour la PCR en temps réel, on a deux possibilités. D'accord? On a l'utilisation des agents intercalants. D'accord? Et on a donc le deuxième cas, c'est l'utilisation d'hydrolyse de sonde. Bon, il y a d'autres cas qu'on ne va pas voir, on va se limiter. On va donner un exemple de chaque. Le premier, c'est l'utilisation des agents intercalants, donc pour suivre l'amplification. Et le deuxième, pour quantifier l'amplification. Et le deuxième, c'est l'hydrolyse de sonde. D'accord? Je répète, on est dans la cinquième variante, bien dans le cinquième point. L'autre variante de la PCR, c'est la PCR quantitative ou en temps réel. PCR quantitative, vous allez pouvoir suivre en temps réel l'évolution de la PCR et vous aurez une idée sur la quantité des amplicants, d'accord? Les quantités de l'ADN qui apparaît, bien sûr, ça vous donnera une idée sur la quantité initiale. Alors, donc, pour ce faire, on a le choix entre deux techniques qui sont les plus utilisées. La première, c'est l'utilisation des agents intercalants. Vous notez l'utilisation des agents intercalants, ça, c'est la première variante de la PCR en temps réel. Le deuxième, c'est l'utilisation, donc l'hydrolyse des sondes. Bien sûr, il y en a d'autres techniques qui peuvent être utilisées. Là, on va se limiter à la première, c'est-à-dire l'utilisation des agents intercalants, et à la deuxième, l'hydrolyse de sondes. Je vais commencer par la première, qui est l'utilisation des agents intercalants. D'accord? Alors, c'est quoi l'idée? C'est de mettre dans le milieu réactionnel un agent intercalant qui devient fluorescent lorsqu'il est lié avec l'ADN double brin. J'explique. Vous voyez ici sur votre figure, on est dans le cas d'une PCR classique auquel on a rajouté un agent intercalant. Alors, l'agent intercalant le plus utilisé, c'est le CyberGreen. D'accord? L'agent intercalant, la dernière fois, je faisais le BET. Le plus utilisé en PCR, c'est le CyberGreen. C'est noté ici sur votre figure. D'accord? Le CyberGreen, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes dans le cas où donc, la PCR n'a pas démarré, vous avez rajouté votre CyberGreen dans le milieu. Alors, il donne un signal très, très faible, un signal fluorescent très, très faible. Sachant que le CyberGreen, c'est une molécule fluorescente. D'accord? Donc, quand il est
est libre, c'est un agent intercalant. Quand il est libre, la fluorescence est faible. Maintenant, si votre PCR, elle démarre, d'accord? Donc, les amorces vont s'hybrider et la PCR, elle démarre. Donc, plus l'amplification a eu lieu, d'accord? Donc, plus on a l'élongation qui avance. L'agent intercalant, on a dit que c'est un agent intercalant qui se lie à l'ADN double brin. Alors, une fois donc il trouve l'ADN double brin, il va s'intercaler avec. Et quand il est lié avec l'ADN double brin, sa fluorescence augmente. D'accord? Donc, ça vous donne une idée sur la quantité d'ADN double brin qui apparaît en temps réel. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de fluorescence, vous n'avez pas d'ADN double brin. Maintenant, si la PCR évolue, donc, plus la PCR avance, plus la quantité de fluorescence augmente. Donc, c'est proportionnel à la quantité d'ADN double brin qui apparaît. Donc, vous voyez ici, donc l'agent intercalant, il se lie avec l'ADN double brin, il émet une fluorescence. Cette fluorescence, elle est proportionnelle à la quantité d'ADN double brin. Donc, ça vous donne une idée. Plus vous avez de fluorescence, plus la quantité d'ADN double brin apparue dans votre tube est importante. Ça, c'est très, très simple. C'est la technique donc basée. Qu'est-ce que vous utilisez pour le marquage? Vous n'utilisez rien pour le marquage. L'agent, le CyberGreen lui-même, c'est un agent fluorescent. D'accord? Mouchman est un agent, une molécule fluorescente. C'est un agent intercalant, en même temps fluorescent. Un agent intercalant, il se lie avec l'ADN double brin. Une molécule fluorescente, c'est une molécule, lorsque vous l'excitez, d'accord, avec une certaine longueur d'onde, elle va émettre une fluorescence. D'accord? C'est ça la fluorescence. Vous n'allez pas ajouter des marquages. Le CyberGreen lui-même est fluorescent. Dans votre tube, vous avez mis l'ADN, vous avez mis les amorces, vous avez mis le CyberGreen. Bon, à l'œil nu, vous n'allez rien voir. D'accord? Il faut bien sûr, la fluorescence, elle n'est pas détectée à l'œil nu. D'accord? Alors, vous allez lancer votre PCR et toujours à l'œil nu, vous n'allez rien voir. La fluorescence, vous ne la voyez pas. Il faut exciter avec une certaine longueur d'onde et vous aurez la fluorescence qui sera émise à une autre longueur d'onde qui sera visible donc avec bien sûr des outils de détection. Plus l'ADN double brin se forme, plus le CyberGreen se lie avec, donc il s'intercale avec l'ADN double brin et plus sa fluorescence augmente. On a dit que le CyberGreen, quand il est libre, il a une faible fluorescence. S'il se lie avec l'ADN double brin, sa fluorescence augmente. Donc, si la fluorescence augmente, donc cela vous indique que la quantité d'ADN double brin a augmenté. Et donc, ça vous donne une idée sur l'évolution de votre PCR et en même temps sur la quantité d'ADN apparue. Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui ou non? Très bien. On passe maintenant à la deuxième possibilité. Toujours, on est dans la PCR quantitative. D'accord? Et donc, on est dans la deuxième possibilité. Alors, donc on a dit que la première possibilité, c'est d'utiliser les agents intercalants. Le plus utilisé, c'est le CyberGreen. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser les sondes. Et donc, on est dans le cas de l'hydrolyse des sondes. On va juste voir l'hydrolyse des sondes. Et la technique la plus utilisée, c'est l'hydrolyse des sondes Pacman. D'accord? Alors, c'est quoi le principe? C'est d'utiliser une sonde, d'accord, qui contient dans les deux extrémités. Dans l'extrémité 5', vous voyez donc une molécule fluorescente et dans l'extrémité 3', on a un quencher ou bien un extincteur. D'accord? C'est quoi l'idée? C'est que lorsque cette sonde, elle est intacte, donc vous voyez cette structure-là, votre sonde, bien sûr, elle est complémentaire à votre l'ADN que vous voulez amplifier, bien sûr. Donc, vous avez une sonde qui est complémentaire à votre ADN que vous voulez amplifier, qui contient dans la partie 5' une molécule fluorescente et dans la partie 3' un extincteur. Dans ce cas-là, avec l'extincteur en 3', il va éteindre la fluorescence. Maintenant, qui compte le quencher et le fluorescent sur une même sonde,
la fluorescence, elle est faible, d'accord? Elle ne peut pas émettre la fluorescence grâce à ce quencheur, d'accord? Maintenant, vous avez mis votre sonde dans, c'est pratiquement qu'il a le CyberGain. Donc, le CyberGain, il n'est pas spécifique. Quel que soit l'ADN amplifié, il va se lier avec. Avec ici, la sonde, vous voyez qu'elle est spécifique à votre ADN. D'accord? C'est ça la différence. Alors, on a mis dans notre tube notre ADN qu'on veut amplifier. On a mis les amorces et on a rajouté notre sonde TACMAN. D'accord? Alors, les amorces vont s'hybrider et en même temps, on a la sonde qui va s'hybrider. Dans ce cas, puisque le quencheur et le fluorescent sont sur un même brin, sont toujours liés, la molécule fluorescente ne peut pas émettre de fluorescence. Elle est éteinte par le quencheur ou l'extincteur. Maintenant, si votre polymérase a eu lieu, d'accord, vous voyez que votre polymérase à l'avance, l'ADN polymérase à l'avance, quand elle trouve quelque chose sur son chemin, grâce à son activité exonucléase 5', 3', d'accord, elle va dégrader ce qu'elle trouve sur son chemin. Pour pouvoir amplifier l'ADN, tout ce qu'elle trouve sur son chemin, elle va le dégrader par son activité exonucléase 5', 3'. Alors, elle va dégrader ce qu'elle va trouver sur son chemin. Cette dégradation, donc elle va dégrader la sonde qu'elle va trouver et va faire que donc, le fluorescent et l'extincteur vont se séparer. Si l'extincteur et le fluorescent sont séparés, donc la fluorescence va augmenter. Donc l'extincteur ne peut plus éteindre la fluorescence et donc on aura une fluorescence qui sera émise. Donc plus la fluorescence augmente, plus ça nous indique que notre gène d'intérêt a été amplifié. D'accord? C'est pratiquement la même idée que le CyberGreen. La différence, c'est que ici, c'est spécifique. Vous voyez ici que l'agent intercalant, il s'intercale avec l'ADN double brin, le CyberGreen. Il s'intercale avec l'ADN double brin, quel que soit l'ADN qui apparaît. Par contre, ici, dans la sonde TACMAN, d'accord, on a utilisé une sonde qui est complémentaire au gène qu'on veut amplifier. Si le gène souhaité est amplifié, donc on aura l'activité exonucléasique de l'ADN polymérase qui va dégrader la sonde pour pouvoir amplifier l'ADN. Et si la sonde est dégradée, donc on aura la fluorescence qui sera émise. Donc plus on a de fluorescence, plus ça nous indique que notre gène d'intérêt est amplifié. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Pour reprendre la PCR en temps réel ou bien la PCR quantitative. Donc, je disais, la PCR quantitative vous permet de quantifier, d'accord, les produits qui apparaissent, d'accord? Cela grâce à un signal fluorescent. Donc, la fluorescence, plus vous avez la fluorescence qui apparaît, plus l'ADN est amplifié, plus vous avez plus d'ADN qui s'est amplifié. Alors, on a deux possibilités. La première, c'est d'utiliser les agents intercalants. Alors, le CyberGreen, si vous le laissez dans le milieu, seul, il émet une
votre PCA, donc grâce à l'ADN, l'attaque polymérase, elle va démarrer. L'attaque polymérase, donc, par son activité exonucléase X5', il y a de la polymérisation dans le sens 5', 3', et tout ce qu'elle trouve dans son chemin, l'ADN, donc elle dégrade ce qu'elle trouve. Donc, quand elle trouve la sonde, elle va dégrader grâce à son activité exonucléase X5', 3'. Donc, cela fait que les deux molécules vont se retrouver séparées. Donc, le fluorescent s'éloigne de l'extérieur et donc on aura émission de fluorescence. Donc, plus on a de fluorescence, plus ça nous indique que l'ADN, donc que l'amplification a eu lieu. D'accord? Vous lisez ici, le taux de la fluorescence libérée est proportionnel à la quantité de produits PCR générés à chaque cycle. D'accord? Bien sûr, donc chaque cycle, ça se répète. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Bon, je vais répéter. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter les sondes? Parce que rah le son. D'accord, je vais répéter. Alors, donc, la première spécifique et la plus utilisée, c'est la sonde Pacman. C'est quoi le principe de la sonde Pacman? C'est une sonde, c'est une partie d'une petite ensemble à des amorces, seulement elle a un marquage. Elle est complémentaire à votre ADN et 3'. D'accord? Donc, dans la partie 5', elle a un fluorochrome. Et dans la Madame, il n'y a pas de sang. Madame, il n'y a pas de sang.
Alors maintenant, est-ce que ça s'est rétabli? Oui, madame. Oui, très bien. Où est-ce que vous êtes arrêté? Les sondes, madame. قلت لنا le Je répète les principe sondes. بعد ما زمولي نسمع والو. Ok, donc je vais répéter. Alors, donc les sondes Tachman, ça rentre dans la PCR quantitative. Bon, j'ai dit que celle qu'on a vue, l'utilisation des agents intercalants, donc ça vous donne une idée sur la quantité, plus la fluorescence augmente, plus l'ADN double brin apparaît, mais ce n'est pas spécifique. Maintenant, l'agent intercalant, il s'intercale avec l'ADN double brin, quel que soit le produit qui est apparu. Donc, supposons que vous avez des produits non spécifiques, donc vous aurez quand même une fluorescence. Donc, c'est pas vraiment spécifique. L'alternative, c'est d'utiliser des sondes Tachman. Les sondes, c'est quoi? Ça ressemble à des amorces, c'est-à-dire c'est des petites séquences qui sont complémentaires avec votre ADN, seulement elles contiennent un marquage. Donc ici, donc en plus des amorces classiques, on va utiliser des sondes qui contiennent des marquages. Pour la sonde Tachman, elles ont un marquage dans la partie 5', un fluorochrome dans la partie 5', et dans la partie 3', on a un extincteur. D'accord? Donc, ici, quand vous lancez votre PCR, donc déjà avant de lancer la PCR, vous voyez que votre sonde, elle est intacte. D'accord? Donc, ici, la sonde, elle est intacte. Donc, si votre sonde, elle est intacte, cela fait que donc l'extincteur va éteindre la fluorescence du fluorochrome. D'accord? Ça, c'est dans le cas normal. Donc, c'est avant que la PCR démarre. Ensuite, donc, vous allez lancer votre PCR donc, de manière normale. Vous allez mettre dans votre tube l'ADN cible que vous voulez donc amplifier. Vous allez rajouter vos amorces, vous allez rajouter votre polymérase et vous allez rajouter bien sûr votre sonde. Alors, donc, quand votre PCR démarre, il y aura d'abord l'hybridation. Donc, on a et l'hybridation des amorces et en même temps l'hybridation de la sonde puisqu'elle est aussi complémentaire à notre ADN. Maintenant, donc, puisque la PCR, donc elle démarre, donc votre TAC polymérase, elle va commencer la synthèse du brin complémentaire. Quand elle arrive à ce point-là, d'accord, elle va trouver donc une barrière sur son chemin. Et donc, cela fait que donc elle ne pourra pas synthétiser. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser son activité exonucléasique 5', 3', c'est-à-dire dans le sens de la lecture, dans le sens de la polymérisation. Ce qu'elle va trouver sur son chemin, elle va le dégrader pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer la synthèse. Donc, cette dégradation, elle va faire que la sonde, elle sera hydrolysée, d'où le nom d'hydrolyse des sondes. Donc, cette technique, on l'appelle hydrolyse des sondes. Donc, elle va hydrolyser cette sonde-là, elle va la dégrader. Et puisqu'elle est dégradée, donc cela fait que la molécule fluorochrome et l'extincteur vont être séparés. Donc, puisque les deux se sont séparés, donc l'extincteur ne pourra plus éteindre la fluorescence. Donc, on aura une fluorescence qui apparaît et qui est proportionnelle à l'ADN double brin spécifique qui est amplifié. Donc, ça vous donne une idée déjà que la PCR a eu lieu, donc elle a bien démarré, que donc vous avez donc l'ADN cible qui est en train d'être amplifié. En même temps, la fluorescence est proportionnelle à la quantité des produits. Plus vous avez de fluorescence, plus vous avez de produits spécifiques qui apparaissent dans chaque site. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, la différence entre la technique des agents intercalants et l'hydrolyse des sondes, les sondes sont plus spécifiques maintenant. Dans le cas des agents intercalants, ça vous donne une idée quantitative, mais vous ne savez pas si c'est réellement votre produit qui est amplifié. Dans le cas des sondes, vous êtes sûr que c'est le gène cible qui est amplifié. Pourquoi? Parce que les sondes, elles sont complémentaires à votre gène d'intérêt, le gène que vous voulez amplifier. D'accord? Et donc, bien sûr, la fluorescence est proportionnelle à la quantité des produits qui apparaissent. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon, c'est clair? Je peux passer à la dernière variante?
Très bien. Alors, je passe à la dernière et on s'arrête sur ce point-là. La dernière variante, c'est la RT-PCR ou la reverse transcriptase PCR. Alors, contrairement à toutes les techniques qu'on a vues précédemment, toutes les autres, elles démarrent avec de l'ADN. Pour la RT-PCR, on va démarrer avec de l'ARN. D'accord? Donc, cette technologie, elle permet de réaliser, bon, là, il y a une répétition. Donc, elle permet de réaliser la PCR quantitative à partir d'un échantillon d'ARN. À partir d'un échantillon d'ARN. Mais chez la PCR se fait sur l'ARN. D'accord? C'est l'échantillon. C'est-à-dire, à partir de mes cellules, je ne vais pas extraire de l'ADN, je vais extraire de l'ARN. J'explique. Vous voyez donc sur le schéma, on a, à partir donc de nos cellules, on a extrait l'ARN. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la PCR, elle est basée sur la transcription de l'ADN. Avec l'ARN que vous avez récupéré, il faut le rendre ADN. D'accord? Donc, comment vous allez le faire? C'est grâce à une transcriptase inverse ou la reverse transcriptase. La reverse transcriptase, c'est une enzyme virale qui met les rétrovirus, qui met le VIH. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire? À partir d'un ARN, elle va vous donner un ADN C. D'accord? Un ADN complémentaire que vous allez utiliser pour lancer ensuite une PCR classique. D'accord? Donc, la seule différence avec la PCR et la RT-PCR, c'est que la RT-PCR, vous n'allez pas prélever à partir de vos cellules, vous n'allez pas prélever de l'ADN, mais vous allez prélever de l'ARN. D'accord? Seulement la PCR mettre d'amplifier l'ARN, il faut le rendre ADN grâce à une reverse transcriptase, d'accord? Donc, il faut obtenir l'ADN C, d'accord, par une reverse transcriptase, d'accord? L'ADN C, vous allez l'utiliser pour lancer une PCR classique, bien sûr, donc en rajoutant les amorces adéquats, d'accord? Quand est-ce qu'on peut utiliser cette technique, par exemple, c'est pour quantifier donc, par exemple, pour avoir une idée sur l'expression des gènes, bien sûr, en ciblant leurs produits directs. Par exemple, je suis dans le cas d'une inflammation et je veux savoir est-ce que le gène, par exemple, de la cytokine par exemple, l'IL6 est exprimé. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre les ARN messagers de la cellule et je vais lancer une PCR quantitative, par exemple. Alors, si initialement j'avais pas d'ARN messager de l'IL6, mais dans ma cellule, il n'y a pas d'expression de l'IL6. Qu'est-ce que j'aurai? Puisque je n'ai pas récupéré assez d'ARN messager, donc forcément, je n'aurai pas d'ADN-C. Donc forcément, quand je vais lancer la PCR, puisqu'elle n'a pas de copie initiale, donc on n'aura pas de copie à la fin. Donc ça m'indique qu'il n'y a pas d'expression. Maintenant, si j'ai récupéré dans ma cellule, il y a beaucoup d'expression d'IL6, donc j'ai récupéré beaucoup d'ARN messager, donc j'aurai beaucoup d'ADN-C et donc à la fin, j'aurai beaucoup de produits PCR. Donc ça m'indique la quantité déjà que l'IL6 est exprimée et ça m'indique sur sa quantité. D'accord? Est-ce que c'est clair pour la RT-PCR? Bon, la RT-PCR actuellement, elle est utilisée donc entre autres, donc pour le diagnostic du COVID, le SARS-CoV, donc le virus, donc le coronavirus. D'accord? Donc ça, on a donné un exemple pour la quantification de l'expression. L'utiliser pour le diagnostic. Pourquoi le virus, il est un virus à ARN? Que vous allez faire, donc ici, au lieu donc de prélever de l'ADN ou je ne sais pas, donc vous allez prélever donc, un échantillon nasal, d'accord? La présence du virus, d'accord? Vous allez prendre votre échantillon, bien sûr, et récupérer les ARN, d'accord? Donc l'ARN viral, et vous allez lancer la PCR. Alors, avant de lancer la PCR, il faut d'abord, d'accord? Donc, il faut isoler les ARN. Il faut d'abord commencer donc par la reverse transcription, c'est-à-dire que dans un virus à ARN, il faut le rendre ADN-C. Ensuite, l'ADN-C, il faut l'amplifier donc par PCR, d'accord? Donc en utilisant une PCR classique, d'accord? Donc je répète, ici, donc ici, on a fait un prélèvement donc d'un échantillon nasopharynx, d'accord, qui contient ou non le virus, sachant qu'on est dans le cas d'un virus à ARN.
Si c'était un virus ADN, on ne va pas utiliser la RT-PCR, on va utiliser la PCR quantitative classique. Puisqu'on est dans le cas d'un virus à ARN, on va faire une RT-PCR quantitative. Alors, comment le faire? Il faut faire votre prélèvement, bien sûr, là où votre échantillon qui contient ou non le virus. Vous allez donc mettre votre échantillon et rajouter des milieux afin d'extraire les ARN viraux, d'accord? Puisqu'on est dans le cas donc de l'ARN, il faut donc faire une reverse transcriptase. Pourquoi? Parce que la PCR ne peut pas se faire sur de l'ARN, donc il faut faire une reverse transcriptase, d'accord? Donc ici, vous êtes dans la reverse transcription, d'accord? Ensuite, classique, c'est-à-dire rajouter des amorces qui correspondent à l'ADN-C viral, d'accord? Vous utilisez des sondes et vous lancez votre PCR classique. Donc, plus vous avez d'amplification qui a eu lieu, plus si vous avez une fluorescence importante, donc initialement, vous avez le virus chez le patient. Si vous n'avez pas d'amplification, donc il n'y a pas de produit PCR, donc il n'y a pas d'amplification, donc il n'y a pas d'ARN, et donc il n'y a pas de virus chez le patient. D'accord? Ça, c'est l'une des applications de la RT-PCR. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair ou vous voulez que je répète pour le diagnostic? Donc, la RT-PCR, donc c'est la quantification. On démarre juste avec un échantillon ARN. On va lancer l'ARN directement PCR. L'ARN, il faut toujours le rendre en ADN-C parce que la PCR tend toujours sur l'ADN. Ce qui diffère entre PCR classique et PCR, RT-PCR, c'est l'échantillon de démarrage. Mais les deux, la PCR, dans les deux cas, il faut qu'il y ait de l'ADN pour que ça soit amplifié. Je répète pour la RT-PCR dans le cas du coronavirus, ça se fait, donc on utilise la RT-PCR. Pourquoi? Parce que c'est un virus à ARN. Si c'était un virus à ADN, on peut utiliser une PCR classique, une PCR quantitative classique. Puisque c'est un virus à ARN, donc il faut faire votre prélèvement, récupérer des ARN et faire une reverse transcription. C'est-à-dire, à partir de l'ARN, il faut obtenir l'ADN-C. Ensuite, l'ADN-C, bien sûr, dupliqué, il faut lancer une PCR quantitative classique, c'est-à-dire rajouter des amorces spécifiques à l'ADN complémentaire viral, d'accord? Rajoutez ici les sondes Tachman et lancez votre PCR. Plus vous avez de fluorescence, plus ça vous indique qu'il y a de produits PCR, donc plus ça vous indique qu'il y a de l'ADN-C viral et donc de l'ARN viral et donc la présence du virus chez votre patient. D'accord? Donc ça, c'est ça récapitule un peu les différentes applications de la PCR. Donc, ça peut être utilisé pour le diagnostic, d'accord? Donc, ça peut être utilisé pour le clonage, c'est-à-dire si on veut cloner un gène spécifique, donc il faut l'amplifier. Donc, pour avoir plusieurs copies, donc il faut l'amplifier, d'accord? Voilà, donc on peut l'utiliser pour la détection d'agents pathogènes, comme on a vu dans le cas du coronavirus. On peut l'utiliser donc comme étape qui précède le séquençage de l'ADN, puisque les séquençages de l'ADN, vous avez une certaine quantité d'ADN nécessaire, donc il faut avoir cette quantité, donc on peut l'amplifier par PCR. On peut aussi utiliser dans le cas des mutations et la phylogénie, c'est-à-dire l'étude des origines des espèces et la relation entre les espèces. Est-ce que c'est clair pour la PCR et ses variantes, s'il vous plaît? Tout est clair? Bon, donc, on s'arrête sur ce point. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. On va maintenir la séance du mercredi, Inch'Allah. Et on va aussi rajouter la séance du samedi. D'accord? Donc, vous avez cette séance le mercredi plus une séance de samedi pour rattraper le retard qui a été dû grâce à vos séances en présentiel. Voilà, s'il n'y a pas de questions, donc, je vous remercie pour votre présence. Je vais appeler votre délégué pour l'informer. Voilà. Et pour l'absentéisme, ça va être signalé auprès de vos responsables. D'accord. Là, ça, c'est l'absentéisme. C'est pas pour des L3, c'est vraiment désolant de voir des L3 qui sont pas sérieux. C'est vraiment en plus des biochimistes. Ça, c'est vraiment désolant. Enfin, voilà. Donc, je vous remercie. S'il n'y a pas de
S'il n'y a pas de questions, donc on se sépare. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me contacter. Et on se voit donc mercredi, Inch'Allah. Voilà, merci et au revoir. Madame, Oui, oui. madame, vous pouvez nous envoyer les PPT. Alors, donc, l'envoi des TD, ce sont vos chargés de cours qui sont en charge. D'accord? C'est Madame Edjoual et Madame Raash. C'est pas à nous de le faire. Ils nous ont interdit de transmettre quoi que ce soit. C'est à eux de vous remettre les résumés. D'accord? Normalement, elles vous ont envoyé le polycopier du TD. C'est ce qui a été bon, il faut voir avec votre chargé de cours. Alors, faut demander à Madame Medjbal et à Madame Raj. Je ne sais pas c'est qui votre chargé de cours, mais donc voilà. Et la présence, bien sûr, elle est obligatoire en TD, bien sûr. Si vous n'êtes pas présent, on n'avait rien à faire avec votre PPT, d'accord? On vous donne pas le PPT prêt. Vous assistez. Si vous avez des questions, vous les posez. Mais sinon, pour rester chez vous et attendre le polycopier, ça, c'est pas normal. Surtout pour des biochimies, surtout pour des L3. D'accord, voilà. Vous contactez votre enseignante, c'est à elle de vous remettre. Ça, c'est dans le cas où elle décide de vous remettre. Si elle décide de ne pas remettre, ça reste un choix. Voilà, je ne sais pas, moi, je me mêle pas de ça. Moi, je fais mon TD et voilà. Je vous remercie et on se voit. Bon courage, on se voit le mercredi, Inch'Allah.